Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour ce nouveau numéro du magazine Deadline. Merci, vous avez été très nombreux à nous suivre là où nous avons reçu pour vous Madame Jacqueline Caridas Moulamba, avec elle nous avons parlé de l'actualité, surtout du sujet qui a défrayé la chronique, ce cas de corruption des sénateurs en RDC. Elle a montré sa vision comment un parti politique devait être géré, c'est vrai. Elle est ressortie d'une expérience électorale en tant que candidate nationale qui n'a pas marché, mais elle a capitalisé son échec pour exposer sa manière de voir les choses, comment les choses doivent être recadrées en RDC. Ce soir, nous sommes bénis, nous allons parler de ce leadership qui élève une nation. Avant de vous présenter mon invité de ce soir, permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Vous êtes nos téléspectateurs, vous nous suivez en RDC, vous nous suivez à Walungu, Makiso, Beni, Goma, Bukavu, Butembo, Ituri. Vous nous suivez à Yumbi, vous nous suivez dans le 2 Kasai, Congo central. Vous nous suivez partout en RDC, dans les pays limitrophes de la RDC. Merci de suivre Deadline. Vous êtes au Rwanda, vous êtes au Burundi, vous êtes en Zambie, partout. Soyez le bienvenu. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique. Merci de suivre votre magazine. Vous êtes en Europe, vous êtes en Allemagne, à Cologne, vous êtes en Suisse, à Le Châtel, vous êtes en France, à Paris, vous êtes à Bruxelles, en Belgique. Merci de suivre ce magazine. Je traverse de l'autre côté, je vais en Amérique. Merci de nous suivre au Canada, Québec, Montréal, Laval. Merci pour vos soutiens. Merci de nous suivre aux États-Unis où nous avons de la famille à Dallas. Merci pour vos soutiens. Merci à Washington. Vous êtes au Brésil. Merci de nous suivre à Rio Grande do Sul. Merci de nous suivre à Rio de Janeiro. Merci de nous suivre aussi en direct sur les réseaux sociaux en allant sur la page YouTube de Sanforia KTN TV pour suivre ce magazine. Merci de liker notre page Facebook Deadline. Merci de suivre ce magazine en direct sur Orao Télécom. Merci de nous suivre partout dans ce monde. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important, ce leadership qui élève une nation. Ainsi, sans plus tarder, je vais vous présenter mon intervenant de ce soir. Bonsoir, Dr Silas. Bonsoir, Sanforia. Dr Silas, nous sommes très ravis et bénis de vous avoir. C'est vrai que vous n'avez pas assez de temps. Merci de participer dans ce nouveau numéro de Deadline. C'est un honneur pour nous. Dr Silas, nous vous recevons, je crois, par rapport à vos diverses casquettes. Vous êtes ministre de l'Éternel. Vous avez une très grande église en RDC, bien enracinée aussi dans le monde. Vous êtes scientifique. Vous êtes manager, coach, formateur. Donc, nous allons parler de la politique. Je ne sais pas si vous serez mal à l'aise. Hein. Non, on ne serait pas. Pourquoi ne pas on ne serait pas mal à l'aise. Ça nous va très bien. Docteur Silas, beaucoup pensent, lorsqu'on parle de l'église au milieu du village, l'église au milieu du village, c'est une église qui doit être neutre, qui doit juste observer. Est-ce cela? Merci d'abord pour l'invitation. Permettez que je salue aussi nos différentes téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. C'est pour nous un réel plaisir d'être sur votre plateau. D'entrée de jeu, il faudrait fixer les choses. Lorsqu'on parle de l'église au milieu du village, cela n'a rien à voir avec une neutralité. Parce que généralement, quand l'on prétend être neutre, c'est souvent une neutralité complice d'une des positions. Église au milieu du village signifie une église qui se tient du côté du bien et non du côté du mal. Lorsqu'il y a d'un côté le mal, lorsqu'il y a d'un autre côté le bien, l'église ne peut pas prétendre être au milieu du village. C'est-à-dire l'église se range du côté de tout ce qui est bon, ce qui est noble, ce qui est excellent, ce qui est vital, ce qui est glorieux. C'est là où se place la position, c'est là où se trouve la position de l'église. Alors lorsque il faudrait condamner un mal ou encore faire l'apologie du bien, l'Église ne devait pas se gêner. Pourquoi? Parce que l'Église joue son rôle de moralisateur. Et en tant que moralisateur, l'Église ne devait donc en aucun moment hésiter de condamner le mal, sans pour autant faire de la politique. Ce qui nous choque ici, c'est que nous sommes dans une société hyper politisée, où la morale n'a plus le droit de s'exprimer, où le bien n'a plus le droit de s'exprimer. Seuls ceux qui ont un statut politique ont le droit de s'exprimer. Et pourtant, l'hyperpolitisation
tue la politique elle-même. Donc il faudrait désenclaver la société. Il faudrait dépolitiser la société et la rendre sociale d'abord avant de faire de cette société une société politique. Parce que si la société est autant politisée, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui en RDC, les scientifiques, les savants, les penseurs, les sociologues, les anthropologues n'ont pas droit au chapitre et pourtant, aucune nation au monde n'a été que l'œuvre des politiciens seuls. Dans les nations qui se respectent, les politiciens se placent en deuxième position pour exécuter, pour élaborer des programmes qui en réalité n'est constitué que de la substance dont on pensait ou imaginait les savants. Donc, les savants énoncent des idéaux, ils annoncent des idées, ils pensent quelque chose et les politiques cherchent comment en faire un programme politique afin de l'exécuter. Mais quand on laisse les politiques prendre toujours les devants, eh bien, nous plaçons les savants et autres acteurs de la société dans une sorte de mutisme où ils ne savent pas s'exprimer. Et pourtant, leur intelligence doit aussi être considérée comme étant une des grandes ressources que dispose la nation. Donc, l'église au milieu du village ne devait pas être considérée comme une neutralité absurde, une neutralité passive. Mais l'église au milieu du village voudrait simplement dire que l'église ne prend pas une position politicienne. Même si la déclaration de l'église peut être qualifiée de politique, mais dès lors que cette déclaration n'est pas politicienne, il n'y a pas de mal. Voyez-vous, il n'y a pas de mal. Pasteur Silas, si vous nous prenez de cours, nous recevons ce soir le docteur Silas. Il est dans le ministère pastoral au sein de son église. Et là, nous l'invitons sur ce plateau en sa qualité d'homme d'église, premièrement. Deuxièmement, dans sa casquette de scientifique. Et dans la troisième dimension, c'est celle qui regroupe ce formateur, coach, qui essaie de donner sa vision dans la manière de gérer la nation congolaise. Docteur Silas, nous allons parler de ce thème. Comment comprenez-vous ce thème lorsque l'on veut parler du leadership qui élève une nation? Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent avoir en esprit avant d'avancer dans cette émission? J'apprécie ce thème parce qu'il y a une emphase qui est mise là-dessus pour dire que tout leadership n'élève pas une nation. Donc s'il y a un leadership qui élève il y a un leadership qui pourrait élever une nation, c'est aussi pour dire que tout leadership n'élève pas une nation. Et en deuxième phase, on peut aussi se poser la question, est-ce que toute direction, est-ce que toute position élevée est forcément une position de leadership? Non. Je reviens à ce que disait le général de Gaulle. Tout tient grâce au leadership et tout s'écroule faute de leadership. Le leadership est le socle. Le leadership est l'élément moteur qui occasionne le développement ou les blocages au sein d'une société. Donc, lorsque nous parlons du leadership ici, il faudrait enlever d'abord de l'imaginaire de ceux qui nous suivent et de nous-mêmes que le leadership consiste simplement à la direction politique. Le leadership qui élève une nation doit nécessairement, Symphorien, être un leadership que je considère un leadership collectif. C'est ce leadership qui regorge en son sein les différents acteurs opérant dans divers secteurs de la société qui, composant une synergie, peuvent aider la nation à avancer. Malheureusement, en Afrique, lorsqu'on parle de leadership, on voudrait limiter le leadership rien que dans le domaine politique. Et pourtant, aucune grande nation du monde ne l'est devenue seulement par les recours, par l'activité de ces acteurs politiciens. Il faudrait que les acteurs culturels trouvent leur place. Il faudrait que les scientifiques trouvent leur place. Il faudrait que les penseurs, les philosophes, les historiens, les hommes d'église trouvent leur place pour que l'on parle cette fois-là d'un leadership collectif, un leadership pluriel, et c'est ce genre de leadership qui peut élever une nation. Et ce leadership ne peut pas élever une nation rien que parce que ce groupe d'hommes occupe une position élevée dans la société, mais c'est d'abord avant tout parce que ces hommes sont porteurs d'une vision. Et puisqu'il est question de leadership, il faudrait comprendre que le leadership n'a pas pour rôle de créer une vision, mais c'est cette vision au contraire qui engendre le leadership. C'est-à-dire, le leadership vient après qu'il y ait une vision. Quelle est cette vision que notre leadership poursuit?
Je répète, ce leadership ne doit pas être limité rien que dans le domaine politique. Et c'est ce qui a pendant longtemps bloqué l'appareil du développement du Congo en général et du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Ainsi, nous observons aujourd'hui ces migrations massives. Le professeur d'université qui croit que là où il travaille, il ne pourrait pas faire avancer la nation, il faut impérativement devenir sénateur, devenir député. L'acteur culturel, le musicien, l'homme du théâtre pense que pour faire avancer la nation, il faut aller forcément dans l'arène politique. Le pasteur pense qu'il serait plus influent, il aurait plus d'impact dans le champ politique que dans le champ ministériel. C'est là où se pose le problème. Et le problème se pose au niveau de la définition des concepts de base. Il faudrait aujourd'hui que les téléspectateurs qui nous suivent, il faudrait aujourd'hui que l'élite congolaise qui nous suit comprenne que le leadership n'est pas que politique. Le leadership qui fera avancer cette nation, c'est le leadership collectif. Un leadership qui laisse assez de l'espace aux acteurs culturels, aux historiens, aux sociologues, aux parents, aux enseignants, aux hommes d'église et aux politiques aussi, pour pouvoir s'exprimer et conjuguer ensemble le verbe développement. Et tout cela partant d'une vision que nous avons tous adoptée pour un Congo de demain. Docteur Silas, question directe, qui a une sous-question. Premièrement, comment construire ce leadership qui nous permette d'avoir la capacité, chacun dans son domaine, d'élever notre nation, la RDC. Mais une question directe. Lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, s'en va au Rwanda et va s'incliner devant un mémorial des Tutsis tués, tandis que chez lui-même, ici en RDC, nous avons des millions de Congolais qui ont perdu la vie et qui continuent à perdre la vie. D'aucuns pensent que c'est une faiblesse par rapport au leadership. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un peu dévier le vrai débat. Parce que le fait que notre chef d'État aille s'incliner devant ce mémorial rwandais devait plutôt nous interpeller, nous en tant que peuple, nous en tant qu'élite, nous en tant que nation, et non pas nous amener à pointer du doigt cet acte protocolaire auquel ne pouvait que se livrer le président de la République. Donc, il n'avait pas de choix. Dire qu'il n'avait pas de choix, c'est trop fort. Mais il devait être humain. Parce que le problème, c'est lequel? Si le Rwanda, avec ses 600 000 tués, victimes, a su vendre sa misère, a su vendre sa souffrance, a su se victimiser aux yeux du monde pour attirer à son égard la sympathie et la compassion des autres, ils ne sont pas les premiers à le faire. Les Juifs l'ont aussi fait. Voyez-vous, avec tous ces millions de Juifs qui ont été tués à l'Holocauste durant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont su vendre. Mais qu'avons-nous fait de la mémoire? Qu'avons-nous fait de tous ces millions de Congolais qui ont été tués? Au fait, je crois qu'on ne doit pas déplacer les débats. Le débat ne doit pas se faire en fonction de ce qui se fait au Rwanda, mais plutôt en fonction de notre attitude face au drame qui nous frappe. Je vous rappellerai peut-être que c'est aussi durant cette période où nous avons connu le plus grand nombre de décès avec ce génocide qui s'est passé ici au Congo. C'est durant aussi cette période que notre musique, la musique congolaise, a atteint son niveau le plus élevé sur le plan mondial. Paradoxe. C'est durant cette période qu'un musicien pouvait aller se produire en Europe, à Bercy, à Olympia, et on lui donnait 200 visas. Vous et moi allons aux ambassades et vous verrez quelles sont les acrobaties auxquelles on nous soumet pour décrocher, arracher un visa. Mais c'est durant cette période aussi que nous nous sommes le plus plongés dans la distraction. C'est durant cette période que les entreprises, les compagnies, les sociétés brassicoles ont atteint leur vente le plus élevé. Alors, qui est-ce que vous condamnerez? Vous condamnerez le Rwanda ou bien vous condamnerez l'éprouvé qui danse, qui chante, qui prie en face de son défunt, en face de son frère qui est décédé? Je pense que le débat est autre. Ce qu'il faudrait ici, c'est d'amener le Congolais à se construire une identité collective, une identité nationale, c'est-à-dire pour comprendre que ce qui se passe à Yumbi, ce qui se passe à tel endroit, même si je ne suis pas directement impliqué ou affecté physiquement, mais parce que ça se passe ici, je suis aussi concerné. Comme disait le révérend Martin Luther King, une injustice qui se passe quelque part dans le monde, c'est une injustice qui nous affecte tous. Voyez-vous? Donc, l'acte que le président a posé
est un acte protocolaire, est un acte humain. C'est à nous maintenant de faire la même chose que les autres. Ok? Ne nous présentons pas seulement comme un peuple sans foutiste, comme un peuple buveur, comme un peuple qui prie à la longueur de la journée. Présentons-nous aussi aux yeux du monde comme un peuple qui est conscient des défis qui sont les siens, qui est conscient des challenges qu'il est en train de traverser et ainsi apprendre à valoriser nos drames. C'est à nous maintenant d'apprendre comment vendre cette image. Vous savez, quelquefois, le monde international se range plus souvent du côté de la victime. Mais si nous-mêmes, nous restons indifférents face au drame qui nous frappe, si nous-mêmes, nous continuons à danser, à boire, à prier à la longueur de la journée, sans penser au drame qui frappe notre frère à gauche, qui frappe notre sœur à droite, que voulez-vous attendre des autres? Les autres ont appris comment vendre leurs problèmes. Mais nous ne parlons même pas de notre problème. Voyez-vous? Donc ce n'est pas aux autres, ce n'est pas que nous devons condamner les autres, mais nous devons revenir en nous-mêmes et c'est-à-dire redevenir humains pour une fois. Docteur Silas, c'est touchant parce que vous faites une très belle analyse. C'est lorsque nous comptions des millions de morts en RDC que la musique avait atteint son apogée, que la vente brassicole avait décollé. C'est à cette époque que... C'est à cette époque qu'il y a eu plus de groupes théâtrales créés. Et ce que je vous dis est vérifiable. Tout à fait. Ce que je vous dis est vérifiable. Regardez ce qui se passe de 98 en 2004. Vous verrez que c'est durant cette période que toutes les grandes salles de l'Europe ont été remplies par des musiciens congolais. Au fait, à la fois, nous avons montré à l'image, à l'intention, aux yeux du monde, que nous étions un peuple porteur de beaucoup de talents, un peuple qui voulait se réjouir, un peuple qui voulait danser, un peuple qui voulait prier. Mais c'est aujourd'hui que nous parlons de ces morts. Parce que le président allait s'incliner? Non. Il ne pouvait que le faire. Et même moi, à sa place, je le ferai. Docteur Silas, le président actuel, Félix Tshisekedi, a lancé les 100 jours, un programme d'urgence. Oui, tout est prioritaire en RDC. Tout est prioritaire, l'éducation, la santé. Avant de parler des actions à mener par le chef de l'État pour répondre aux besoins de la population, mais d'abord, sur le plan ressources humaines, comment doit se structurer le cabinet du chef de l'État, les conseillers et les futurs gouvernements qui doivent travailler à atteindre cette vision qui est de l'aider à avoir un leadership fort qui permettent d'élever cette nation congolaise? Écoutez, nous devons être francs envers nous-mêmes et nous devons avoir les deux pieds sur terre. Tout à fait. Le mal est tellement profond, ok? Et je ne vois pas par un seul coup de bâton magique les choses changer du coup. La priorité des priorités que je considère, c'est le chantier homme. C'est le chantier congolais, l'homme congolais. Il faudrait repenser cet homme congolais. Il faudrait le remodeler, l'adapter aux aspirations que nous avons en tant que nation, l'adapter aux défis qui nous guettent tout autour, l'adapter aussi à la vocation que nous avons en tant que peuple, cette vocation que nous avons reçue de Dieu. Donc dans cette priorité, comme vous dites qu'il y a beaucoup de tout est prioritaire, il faudrait maintenant hiérarchiser ces priorités et établir ce que j'appelle une chaîne de valeurs ou encore une chaîne de priorités et à la première position, placer l'homme congolais. C'est là où je m'en vais, sans faire de la politique. Je ne suis pas trop à l'aise quand j'entends les gens à gauche et à droite crier « le peuple d'abord, le peuple d'abord, le peuple d'abord ». Parce que je crois que ce cri est très bon pour la campagne électorale, mais une fois qu'on est aux affaires, le régime en place devait placer des chantres, devait placer des communicateurs qui fera dire au peuple, non plus le peuple d'abord, mais la nation d'abord. Manière à amener le peuple et le gouvernement à s'impliquer à relever cette nation et non pas faire du peuple le bénéficiaire d'un changement qui ne viendrait pas sans eux. Parce que si le peuple attend ce changement pour lui, ce changement ne viendra pas. Et il ne faudrait même pas attendre ce changement parce qu'il y a un principe dans le leadership, tout ce qui se fait sans vous finit contre vous. Donc le peuple devrait aussi être invité à s'impliquer dans ce travail de la restauration, du relèvement de la société congolaise qui est la nôtre,
demander au peuple de s'impliquer. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans tous les pays du monde. C'est la même chose qui s'est passé au Rwanda. C'est la même chose qui s'est passé avec le général Pangyu en Corée du Sud. Impliquer le peuple dans cette démarche de la restauration. Docteur Silati, comment impliquer ce peuple? Comment on va faire? Sur le plan pratique, il doit faire quoi? Cela est très facile. Parce que ce peuple aujourd'hui n'attend rien d'autre que le changement. Ce peuple est entré à la longueur de la journée faire voir qu'il veut lui aussi travailler. Ainsi, on n'a pas besoin de lui promettre quoi que ce soit. On a besoin de lui écrire un job description pour dire, voilà, ici, personne ne vous y amène. Nous y allons tous. Parce que c'est ça le leadership. Un leader n'amène pas les gens quelque part. Un leader conduit les autres quelque part. Voyez-vous, le leadership ne consiste pas à nous transporter sur votre dos et à nous amener. Parce que rien ne nous rassure que vous serez toujours vivants. Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse n'a jamais mis ses pieds au Canaan. Mais il a fallu que quelqu'un d'autre prenne la relève et conduise le peuple d'Israël dans la terre promise. C'est la même chose, c'est la responsabilité qui incombe au leadership. Dire aux gens où est-ce que nous allons et allons-y ensemble. De telle enseigne que la vision, qui était au départ votre vision individuelle, qui était au départ votre projet de société, cesse d'être votre projet de société et devienne les rêves de toute une nation. De telle sorte que même quand vous ne serez pas là, même quand vous direz j'abandonne, mais que le peuple dise nous poursuivons avec ou sans toi. Et c'est là où le leadership réussit, parce que c'est comme leader cesse d'être indispensable. Voyez-vous? Alors vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Il faut éduquer le peuple. Il faut dire au peuple dans quelle mesure lui-même aussi le peuple a été impliqué dans la destruction ou dans la détérioration de notre société. Le peuple ne doit pas simplement se considérer victime. Le peuple doit aussi quelque part assumer que sa passivité a été une passivité complice. Le peuple doit quelque part aussi assumer que d'une certaine manière, à une certaine proportion, lui aussi a participé à ce que ceci arrive. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous déplorons tout ce qui s'est passé au niveau du Sénat. C'est une honte nationale pour les élections sénatoriales. Ça, c'est une honte nationale qu'il faudrait à tout prix et le plus vite possible remédier. Mais quand nous remontons la chaîne, vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a certains députés qui n'ont pas su être élus, qui n'ont pas su battre campagne en dépit de la noblesse qu'incarnaient leurs idéaux, simplement parce qu'ils n'avaient pas de quoi nourrir la population. Il fallait acheter des dons, il fallait donner des polos, il fallait donner de la bière, ainsi de suite. Donc nous sommes une nation malade et la maladie est à tous les niveaux. Mais comme on ne peut pas guérir tout le corps, les Chinois disent que le poisson commence à pourrir par la tête. Et je dis aussi que lorsqu'il faut guérir les poissons, il faut aussi commencer à les guérir par la tête. Donc ainsi, la nation tout entière est malade. Focalisons-nous à guérir d'abord celle qui s'appelle l'élite. Et ensuite, faisons aussi comprendre au peuple, ce n'est pas parce que la tête est guérie que le corps est forcément guéri. Il faut aussi guérir les pieds, il faut aussi guérir le doigt. Ainsi donc, après que l'on ait montré au peuple où est-ce que nous allons, quels sont les défis qui nous guettent aujourd'hui en tant que nation, en tant que société, et dire, voilà ce que vous, peuple, pourrez faire aujourd'hui. Que les 100 jours ne soient pas seulement les 100 jours du chef de l'État. Vous savez, on ne va jamais se développer si nous nous attendons à des gouvernements de Superman. Mais docteur, vous venez de dire que le 100 jours du chef de l'État ne soit pas pour le chef de l'État. Ce tableau de bord qui nous permet en gestion de projet d'évaluer ce qu'il a promis et ce qu'il a fait et de pouvoir déterminer le gap ou l'écart constaté. Mais comment le peuple doit-il s'en approprier? Il doit aller vérifier, là on est en train de faire les routes, là où il a dit qu'on doit mettre des peintures dans des écoles. C'est comment? Parce qu'à chaque fois... Il faut une conscientisation nationale. Que les acteurs culturels qui sont très suivis, très attendus. Écoutez, quand vous écoutez les Quinois, vous croirez que c'est un musicien qui parle. Les Quinois moyens, vous croirez que c'est un musicien qui parle. Il s'habille à la manière de musicien. Je vous donne un exemple. À l'époque du président Houphouët-Boigny, il y a Alpha Blondy qui venait de terminer une tournée euro-américaine. Il débarque à Abidjan.
Lorsqu'il descend de son avion, une grande foule de jeunes gens est venue l'accueillir. Et lorsque ce musicien sort de l'avion, il était habillé en pantalon jean coupé. Aujourd'hui, on appelle ça katafumbwa. Oui. Mais à une certaine époque, on appelait ça look à la folie. À la minute, toute la jeunesse ivoirienne a eu des pantalons coupés pour s'identifier à cet acteur culturel. Alpha Blondy n'était pas ministre, Alpha Blondy n'était pas prêtre, Alpha Blondy n'était pas président. Mais le cabinet du président Houphouët-Boigny l'a approché pour lui faire voir quel était le degré d'impact qu'il avait sur la jeunesse ivoirienne. Et on lui a demandé s'il était possible d'insérer dans ce champ, dans ces sorties médiatiques, la notion de l'amour patriotique, la notion du civisme, la notion du respect du bien d'autrui, la notion de ce qui est du sacré, la notion de l'intelligence, du bien-être, du savoir-faire. Ainsi, quand vous écoutez les chansons de cet homme, vous allez vous rendre compte que c'est un musicien, comme tous les autres musiciens, mais la matière qui compose, qui constitue ce chant est un tout petit peu éducative. Du coup, on lui dit, monsieur, vous pourrez influencer cette nation plus que le Premier ministre. Vous pourrez influencer cette nation plus que qui d'autre. On s'est servi de lui et il a fait. Aujourd'hui, si réellement on tient à un changement véritable, je l'ai dit et je le répète, on ne va pas inventer la roue. Il y a des structures sociologiques, bien qu'elles ne soient pas politiques, bien qu'elles ne soient pas institutionnelles. Mais ces structures sociologiques peuvent servir de vecteurs, de canaux de conscientisation, des canaux d'éducation, des canaux de mobilisation pour la vision que le chef de l'État a. Et parmi ces canaux, il y a le secteur culturel. Et le deuxième canal, pas le moindre, un des canaux le plus puissant, un canal très puissant, c'est l'Église. 80% des Congolais s'identifient aux églises. Les pasteurs sont écoutés. Je sais que lorsqu'on évoque l'Église, du coup, les pasteurs ne sont pas sérieux. Oui. Mais les gens le disent. Il est vrai qu'il n'y a pas de pasteurs sérieux, mais il existe des pasteurs sérieux. Il ne faut pas jeter l'enfant sale et l'eau sale du bassin. Il faut toujours apprendre à sortir l'enfant et jeter l'eau sale du bassin. Il faut toujours apprendre à faire une distinction. Autant il y a des mauvais, autant il y a des bons. Parce que même dans la politique, tout le monde n'est pas crédible. Tout à fait. Voyez-vous, tout le monde n'est pas crédible. Que ce soit au niveau de nos universités, il y a à boire et à manger. Mais néanmoins, quand l'on sait ce que l'on veut, on choisit ses partenaires. Pas parce qu'on les aime, mais parce qu'on aime les résultats. Et puis si nous aimons les résultats, on va chercher à approcher l'église. La vraie église. Pourquoi? Parce que ces églises peuvent constituer des moyens de communication. Ces églises peuvent aider, peuvent vulgariser cette conscience qui est nationale. Et cette conscience qui n'est pas contraire à la pensée biblique. Parce que c'est aussi là où ça va se poser les problèmes. Est-ce que l'Église ne fera pas la politique? Non. L'Église ne fait pas la politique, mais l'Église prône tout ce qui est noble. L'Église prône tout ce qui est excellent, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu d'excellence. Donc, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est de recourir aussi à ces canaux qui existent. Une des choses qui a bloqué la plupart des régimes africains, spécialement chez nous au Congo, c'est parce que l'on croit que le monopole de l'intelligence revient aux politiciens. Non, il y a des scientifiques loin plus intelligents que les politiciens. Mais qu'est-ce qui est à la base de cela? Pourquoi on pense que c'est la politique qui est la solution? C'est une mauvaise conception, mais justement, une mauvaise conception que nous avons de la société. Une société est plurielle. Écoutez, vous ne pouvez pas parler de la France, de la 5e République, seulement en évoquant De Gaulle, seulement en évoquant Chirac, en évoquant Pompidou, Mitterrand, Macron et autres. Non, il y a aussi des gens qui ont fait la France. Zidane aussi a fait la France. Jacques Attali aussi a fait la France. Voyez-vous? Toutes ces grandes figures, Bettencourt aussi a fait la France. Georges Depardieu, toutes ces figures ont aussi fait la France. Voyez-vous aujourd'hui? Comme Mbappé aujourd'hui. Mbappé fait la France aujourd'hui. Et c'est ça le problème chez nous ici. On voulait s'approprier de tout ce qui est congolais et donner à la congolité rien qu'une coloration politicienne. Ce qui n'est pas juste et ceci bloque la nation. Il y a des Congolais qui peuvent donner une plus grande visibilité à la nation sans pour autant faire de la politique. C'est là où il faudrait ici, pour encourager cette pensée, c'est rassurer qu'il y a une distribution équitable
autour de la cagnotte nationale. C'est-à-dire que chaque Congolais se sente non pas payé de manière égale, mais au moins de manière équitable. Mais comment faire cela lorsqu'on sait que le député national arrive à 13 000 à peu près d'émoluments, 13 000 $. Si on continue avec l'enseignant qui a enseigné ce député national hier, lui ne touche que 100 000 francs. Il y a deux mots qui rongent notre pays. Deux mots. Je résume tous les mal congolais en deux maladies. L'hyperpolitisation et l'hyperspiritualisation. Nous spiritualisons tout et nous politisons tout. Aussi longtemps que la politique sera le seul secteur de la société qui paye mieux et qui paye vite, rassurez-vous qu'en 2023, on aura plus de 30 000 candidats. Et quand on a plus de 30 000 candidats à la députation nationale ou provinciale, sachez-le que c'est la preuve qu'il y a un sérieux problème de management et un sérieux problème de leadership. Pourquoi? Parce que le leadership ne consiste pas seulement à une position de premier niveau ou encore à une position d'exaltation, mais consiste aussi à se rassurer que même le plus démuni, le plus instruit, le moins informé d'entre nous puisse avoir de quoi survivre et atteindre demain. Or, pour cela, il faudrait qu'il y ait une certaine équité dans la distribution autour de la marmite nationale. Se rassurer que même le balayeur de la rue, il est fait parce qu'il n'a pas d'autres qualifications. Mais lorsqu'on voit celui qui balaye la rue est un gradué, est un licencié, on ne peut pas appeler cela emploi. C'est la preuve que nous sommes en train nous-mêmes d'envoyer un message contraire à ce que nous prônons. Il faudrait des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, pas seulement dans le secteur politique. Il faudrait que les jeunes Congolais qui terminent ces études soient sûrs que l'État est en train de se battre pour lui trouver une place proportionnelle à sa qualification. Voyez-vous, il faudrait que les jeunes qui terminent son étude ne rêvent pas aller immigrer à l'étranger parce qu'ils ne trouvent pas un emploi convenable au Congo. Et tout cela repose sur le leadership. Et encore parce que nous parlons d'un leadership qui élève une nation, c'est aussi ce leadership qui pense à long terme et non pas à moyen terme. Il faudrait aujourd'hui un leadership qui nous décrit, qui nous dépeint le tableau d'un Congo de 2037. Un leadership qui n'a pas peur de nous parler d'un Congo de 2040. Même lorsque les dirigeants et même savent qu'ils n'y arriveront pas, mais le Congo y arrivera néanmoins. Se rassurer à quoi ressemblera ce Congo-là. Voyez-vous? Alors, ce leadership qui pense à long terme sera dans l'obligation morale et scientifique d'aller puiser dans le passé pour dire hier, qu'est-ce qui nous a bloqués? Hier, qu'est-ce qui a fait que les choses n'aboutissaient pas? Puisque la vie est une perpétuelle répétition. Alors voilà comment nous allons résoudre ce qui nous a bloqués hier pour que ces mal-là ne réapparaissent pas demain. Oui, docteur Silas, nous vous suivons avec beaucoup d'attention, mais il y a un petit problème parce que l'homme politique s'accapare de tout. Très bien, prenons carrément une illustration simple. Le président actuel, Félix Tshisekedi, est président, mais au sein de l'Assemblée nationale, la majorité des députés sont du FCC. Donc, c'est de là, du FCC sera issu le futur Premier ministre. Déjà, devons-nous dire qu'ils doivent solutionner leurs problèmes de dualité ou, pour parler de ce Congo futur, ils doivent tous travailler ensemble de telle sorte que ni l'un ni l'autre soit un bâton dans le roue pour l'atteinte de ce Congo. Vous ne voyez pas qu'il y a déjà une dualité déjà au niveau de l'État par rapport à ses aspirations, parce que chacun veut, soit l'un revenir au pouvoir, l'autre conserver le pouvoir le plus longtemps. Donc, on va de stratégie en stratégie. Je ne crois pas trop, excusez-moi, c'est peut-être trop fort, je ne crois pas trop à la classe politique congolaise. Mais je crois à beaucoup d'individualités qu'il y a là. Je sais qu'il y a des personnes animées de bon sens. Je crois qu'il y a des gens animés épris de l'amour du Congo. Je sais aussi que ce n'est pas facile pour ces gens de se distinguer dans un conglomérat de tout ce qu'il y a. Nous savons tout ce qui s'y passe là. Mais je pense aussi que l'intérêt de la nation doit être considéré comme étant la priorité des priorités. Il suffit juste d'un sursaut national pour transcender nos clivages, leurs clivages politiciens, pour transcender leurs programmes et penser non pas au Congo
de leur programme, mais pensez plutôt au Congo de leurs enfants. Il faudrait qu'à une certaine période, que leurs enfants disent « Nous avons eu des parents extraordinaires ». Voilà pourquoi j'ai dit, aussi longtemps que la classe politique congolaise sera la seule actrice dans le chantier du développement du Congo, Monsieur Symphorien, je n'ai pas une prophétie de malheur, mais rassurez-vous, nous ferons du surplace. Et il faudrait trouver de la place pour les luttes plurielles. Il faudrait trouver de la place pour les autres acteurs culturels, religieux, économiques, ainsi de suite. Je vous ai tantôt dit, lorsque vous allez dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, la superpuissance, mais cette grande nation n'est pas que l'œuvre des politiciens. Il faudrait lire l'histoire. L'Amérique ne serait pas l'Amérique seulement parce qu'il y a eu Washington, George, parce qu'il y a eu Benjamin Franklin, parce qu'il y a eu Roosevelt, parce qu'il y a eu toutes ces grandes figures politiques et politiciennes. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu des gens comme Henry Ford. C'est aussi parce qu'il y a eu des gens comme de Carnegie. C'est aussi parce qu'il y a eu des gens comme de John D. Rockefeller. Voyez-vous, c'est aussi parce qu'il y a eu des gens comme de Elvis Presley. C'est aussi parce qu'il y a eu des gens comme Billy Graham. Donc, il faudrait laisser de l'espace sur la tribune congolaise, sur la vitrine du Congo, laisser aussi de l'espace pour les autres acteurs qui peuvent aussi vendre une meilleure image de la République pour dire que le Congo n'a pas que les diamants, le Congo n'a pas que des problèmes politiques, le Congo n'a pas que les problèmes de l'interprétation de la Constitution, mais le Congo a aussi des talents intellectuels, le Congo a aussi des talents culturels, le Congo a aussi des bons discoureurs, le Congo a aussi un leadership pluriel et un leadership collectif qui tous regardent vers une même direction, ce Congo glorieux des années à venir. Et sur ce, il faudrait que la classe politique accepte de se surpasser. Mes frères et sœurs, ce n'est jamais une gloire d'être premier de la classe dans une classe remplie des idiots. Ce n'est jamais une gloire d'être le plus riche dans une nation de pauvres. Ce n'est jamais intéressant d'être savant au milieu de fous. Ce n'est jamais glorieux d'être la meilleure équipe dans un championnat qui n'a que des joueurs, des équipes, des piètres équipes. C'est glorieux d'être champion dans les Champions League parce que c'est le championnat qui regorge les meilleurs des meilleurs. Il y a beaucoup de gloire. C'est glorieux d'être leader politique dans une nation où les scientifiques n'ont rien à envier aux politiciens, où le pasteur, en tant qu'éducateur moral de la masse, n'a rien à envier aux juges, où le médecin n'a pas abandonné, trahir les serments et le testament d'Hippocrate pour que lui aussi se lance en politique afin de rassurer l'avenir de ses enfants. Lorsque nous parviendrons à penser à un Congo comme celui-là, laissez-moi vous dire, c'est alors que nos politiciens deviendront des grands hommes. Pas des grands hommes parce qu'ils ont des villas à gauche et à droite, mais des grands hommes parce qu'ils ont bâti une fondation sur laquelle peut s'élever l'immeuble Congo. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de court à cet instant, vraiment nous passons des moments formidables avec le docteur Silas. Nous parlons de ce thème très important, le leadership qui élève une nation. Avec le docteur Silas, il nous fait comprendre que lorsqu'on parle de leadership qui élève une nation, ce n'est pas nécessairement parler du leader politique, mais de parler de toutes ces personnes, femmes et hommes, qui contribuent à ce nouveau visage du Congo, ce Congo parfait, dans le domaine culturel, dans le domaine politique, dans le domaine sportif. Congo compétitif. Compétitif, oui. Parce que jusque-là, nous avons tous été fiers d'habiter un grand pays avec tous ses potentiels, mais avons-nous déjà posé la question au Congo s'il est aussi fier de nous avoir comme fils et filles? Et je pense que si on posait la question au Congo, le Congo dira que jusque-là, il ne s'est pas encore vu honoré par les fils et les filles que Dieu lui a donnés. L'heure est arrivée pour nous de donner à cette nation la fierté de nous avoir en tant que fils et filles. L'heure est arrivée pour nous de construire, M. Symphorien, une élite. Les maternités, les femmes vont accoucher des enfants dans les maternités. Mais le leadership engendre une élite nationale. L'élite n'est jamais le fruit d'un accident. On pense l'élite, on imagine l'élite, on les construit, on les lève, on les protège, on les préserve et on la lègue
à la génération future. Et ça, c'est un travail que nous devons tous faire en synergie et non pas rester comme observateurs en disant simplement le peuple d'abord. Non, je n'aime pas cette phrase-là. Il faudrait dire aujourd'hui la nation d'abord. Voyez-vous? Parce que le mal est tellement profond que la classe politique à elle seule ne peut pas. J'aimerais dire que ça, c'est un grand piège lorsqu'on rappelle au chef de l'État pour lui dire que le peuple d'abord. Il faudrait dire que la nation d'abord. Impliquer le peuple dans les chantiers nationaux. Est-ce que le peuple d'abord n'est pas égal à la nation d'abord? Non. Pourquoi? Non, parce que dans cet entendement du peuple d'abord, nous voulons être servis. Au fait, ceci résume très bien cette mauvaise mentalité congolaise, Tozo Liate. Mokonzi Tozo Liate, Pesangai, Lombangai, ainsi de suite. C'est-à-dire, nous voulons d'abord manger. Mais il faut dire que nous allons tous manger à un certain moment. Mais nous devons aussi accepter aujourd'hui de serrer nos ceintures. Et pour que le peuple accepte de serrer les ceintures, l'exemplarité doit être prêchée. Il faudrait que les chefs qui sont au sommet, l'élite, les dirigeants, acceptent eux aussi de serrer leurs ceintures pour dire, ok, voilà, nous allons travailler pendant un temps. Par exemple, réduire les émoluments des députés, par exemple. Est-ce qu'il faut impérativement réduire les émoluments des députés pour faire monter, pour hausser les émoluments, les salaires des médecins et des policiers? Je ne pense pas que ce soit forcément la seule possibilité. Voyez-vous? Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour les gaps, cette inadéquation qu'il y a entre les salaires, l'émolument du député et la solde du militaire. Ça met les députés en insécurité. Vous savez, il y a un proverbe que les Arabes disent, celui qui mange seul s'étrangle seul. Manger en communauté. Les Kinois disent, donc les députés doivent aussi apprendre de manger avec la population. Mais est-ce qu'il faudrait seulement commencer par réduire? Y a-t-il pas possibilité de voir à la hausse? Parce que lorsqu'on voit ce qu'il y a comme coulage des recettes, lorsqu'on voit ce qui échappe au circuit, laissez-moi vous dire, on peut réduire. Comme on ne peut pas aujourd'hui réduire, mais revoir quand même à la hausse, c'est possible. Pasteur Silas, docteur Silas, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant d'être à votre compagnie parce qu'il y a des notions qui sortent. Par exemple, un élément, le peuple d'abord, mais il faut plus parler de la nation d'abord. Docteur Silas, si vous étiez invité en audience auprès du chef de l'État. Si le peuple croit qu'il est le premier bénéficiaire d'un changement, il doit aussi être le premier partenaire des acteurs du changement. S'il vous était donné cette possibilité d'être en audience auprès du chef de l'État, de lui parler du leadership qui élève une nation, en quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Parce qu'ils sont en train de nous suivre, lui et ses cabinets, M. Vital Kamere, je suis très, par mon éducation et la petite instruction que j'ai eue, c'est très difficile pour moi de dire comme ça à la télé ce que je pourrais dire au chef de l'État. Mais pour ne pas échapper à votre question, j'essaierai quand même de manière lapidaire, dire quelque chose. C'est qu'il est possible. Nous n'avons pas besoin de 10 ans, rassurez-vous. Nous n'avons pas besoin de 10 ans pour rattraper les retards. Ah bon? Non, 10 ans c'est beaucoup. Expliquez-vous, là vraiment... La misère que nous avons atteinte, la précarité dans laquelle nous vivons, ne doit pas se mettre considérée comme un drame. Mais aujourd'hui, cela constitue une ressource. Ceci constitue un atout. Nous avons une des main-d'œuvre la moins chère au monde aujourd'hui. À cause de cette précarité, à cause de cette misère, on peut la transformer en atout. On peut la transformer en ressource. Surtout avec cette lueur d'espoir que nous avons devant nous. Ce que les leaders doivent faire aujourd'hui, c'est de se rassurer que toutes les couches de la société soient impliquées dans ces chantiers auxquels ils se sont engagés. Mais s'ils s'abusent à travailler pour la masse, ils échoueront. Parce que aucune nation n'a été élevée, n'a été développée par un grand gouvernement, mais ce sont les grands hommes qui font les grandes nations et non pas les grands gouvernements qui font des grandes nations. Et les grands hommes, on les recrute aussi en dehors du secteur politique. Ils sont nombreux. Faites appel aux intelligences congolaises. Mais on dit tout est grâce. Donc, Ngolou. Cette grâce n'annule pas les efforts. La grâce n'est pas à confondre avec la gratuité.
Les exploits des autres nations sont pour nous des écoles. Les malheurs qui nous a frappés hier est pour nous une motivation à nous conformer, à nous adapter pour que ceci ne revienne pas. Je vous dis, s'il y a de la bonne volonté, avec ce que nous avons, même si nous ne touchons pas aux minéraux, rien qu'avec l'homme congolais, rien qu'avec un peu de discipline, un minimum de discipline, laissez-moi vous rassurer qu'en moins de 10 ans, nous saurons rattraper les retards et devenir une grande puissance. D'abord dans la sous-région, je vous l'ai dit, en moins de 10 ans. Je ne vais pas tout étaler ici, tout à fait. Mais je vous dis qu'en moins de 10 ans, parce que notre misère constitue une grande ressource. La jeunesse que nous avons constitue une ressource que l'on doit plus protéger que le cuivre et le coltan. Parce qu'il faudrait se rassurer. Sans les minéraux, rien qu'avec notre jeunesse, nous avons la possibilité d'être les leaders de l'Afrique de demain. Plus de 67% de la population congolaise âgée de moins de 35 ans. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors que notre terre n'est peuplée qu'à la hauteur de 41%. Ça, c'est extraordinaire. Voyez-vous? Plus de 80% de notre terre arable. Donc, sans les minéraux, nous avons toujours la possibilité d'être une grande nation. Mais le problème, c'est quoi? Nous sommes en panne. Quelle panne? Panne de leadership. Et lorsque je dis leadership ici, je me vois moi-même aussi comme étant à la base de cette panne. Je ne vais pas seulement imputer cela à la classe politique. Parce que si moi aussi, pasteur, j'ai fait bien mon travail pour dire aux enfants de Dieu que Dieu ne nous donne pas toujours le pain dans notre assiette, mais Dieu nous donne le pain dans notre champ. Et il faudrait transformer ces blés dans une boulangerie pour en faire un pain. Et tout le pain que Dieu nous donne n'est pas pour consommer, parce qu'il y a une partie du pain qu'on doit manger, une autre partie du pain qu'on doit vendre. Et aussi dire aux gens qui viennent à l'église que vivre, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Un parent ne doit pas seulement se rassurer qu'il a laissé à ses enfants une grande villa, mais un parent devait d'abord se battre pour laisser à ses enfants une bonne instruction. Les Juifs disent aux enfants, il faut des choses, des ailes pour voler et les racines pour rester constants. C'est leur histoire. Nous devons dire à nos enfants d'où est-ce que nous venons. C'est quoi le Congo? Le Congo ne commence pas avec Lumumba. Le Congo ne commence pas avec le jeune roi de 32 ans, Léopold II. Le Congo date d'avant la conférence de Berlin. Le royaume Congo et même tous ces royaumes qui ont existé, qui ont finalement formé le Congo, ne commencent pas avec Mouzé Kabila. Le Congo ne commence pas avec Fachi. On ne peut pas se projeter dans le futur si nous ne regardons pas derrière. Vous savez, peu importe la cible que vous avez devant vous. Si vous voulez que votre flèche atteigne la cible, vous devez vous rassurer que votre bras recule derrière vous. C'est-à-dire, il y a quelque chose que nous devons tirer dans notre histoire. Et notre histoire n'est pas que diabolique. Notre histoire n'est pas que méchant. Notre histoire n'est pas que satanique. Il y a aussi des valeurs. Il y a aussi des grandes choses que nous pourrons tirer de l'histoire en vue de nous rassurer que nous n'allons pas rater le futur. Docteur Silas, un grand merci pour votre participation dans notre magazine Deadline. C'est moi qui vous remercie. Et je ne pense pas que ce sera une dernière fois. On fera de notre mieux pour répondre à vos invitations. Le Congo, c'est une grande histoire. Le Congo ne débute pas seulement avec le royaume Congo, ainsi de suite, Lumumba, Kabila, Fachi, mais le Congo est une grande histoire. À nos enfants, parlons-leur de l'histoire du Congo. Donnons-leur des racines pour ce grand Congo. Le leadership qui élève une nation n'est pas seulement celui de Fachi, celui de politiciens, mais c'est de tous ce Congolais. C'est du docteur Silas, moi Symphorien, des femmes et hommes et tous ceux qui nous ont suivis. Le Congo est une grande nation. Vous avez raté votre magazine ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision ou Orao Télécom. Rattrapez-nous le jeudi à 14h02 et suivez à volonté sur nos réseaux sociaux, notamment sur la chaîne YouTube Symphorien Katende. Allez encore liker cette émission dans Deadline Magazine sur Facebook et continuez à faire les débats. Le docteur Silas nous dit, au lieu de s'arrêter le peuple d'abord, allons plus loin, la nation d'abord. Qu'attends-moi, je vous dis à la prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse.